Bon, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux avec Emmanuel Baranger de modérer cette session de scénologie du CNGOF, cancer du sein et grossesse, avec 4 présentations. La première, c'est donc le professeur Nathalie Chabert-Buffet, quoi de neuf en oncofertilité. Alors, je suppose que je clique là-dessus. Voilà. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, le point avec les données récentes sur la préservation de la fertilité dans le contexte de l'oncologie et plus spécifiquement du cancer du sein. Quelques liens d'intérêt. Et donc, je commence par la mise à jour des données sur est-ce que c'est vraiment sécure d'avoir une grossesse après un cancer du sein. Donc là, on en est maintenant à une méta-analyse publiée en 2021 avec 7500 grossesses après cancer du sein. Donc ça commence à être très conséquent et on retrouve exactement ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire une augmentation modérée du risque de césarienne, de retard de croissance et de prématurité, qui sont des choses qu'on sait gérer, et un risque limite de petit poids de naissance. Cette méta-analyse ne remet à nouveau pas en évidence d'augmentation du risque de malformation des enfants et elle montre une meilleure survie sans récidive et une meilleure survie globale, et ceci après ajustement des caractéristiques tumorales du traitement et du délai avant la grossesse. Alors j'ai trouvé cette figure de gauche là sur les chances d'avoir une grossesse après un cancer, et vous voyez que le cancer du sein n'est pas parmi les meilleurs, hein. On est très proche du plus pauvre, qui est le cancer du col, alors que le cancer de la thyroïde, du côlon par exemple, est beaucoup plus propice. Enfin, les femmes ont plus souvent des grossesses après. L'autre chose, c'est la figure de droite, c'est les grossesses après un cancer du sein. Il n'y a pas particulièrement plus de fausses couches ou de grossesses interrompues par les patientes. Alors, pour préciser un peu, la survie sans récidive, c'est toujours cette méta-analyse de Lambertini. Donc, vous voyez la survie en cas de grossesse après cancer du sein dans la méta-analyse, qui ne montre pas de différence significative en survie globale. Et on retrouve exactement la même chose, quel que soit le statut des récepteurs hormonaux, et même une survie améliorée pour les récepteurs négatifs. Alors, le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'information des patientes. Pour faire passer un premier message, c'est que si la loi est écrite comme ça, en disant que tout le monde a droit à une préservation de la fertilité, tout le monde a droit à une information sur l'existence de cette préservation de la fertilité. Information ne veut pas dire je vais demander une préservation de la fertilité, et les patientes arrivent souvent très gênées à la consultation en disant non, finalement je vais pas le faire, je suis vraiment désolée, je vous ai fait perdre votre temps, alors que c'est pas du tout ça le problème. Ce qu'il faut, c'est qu'elles aient eu des informations et qu'elles sachent où elles vont et dans quoi elles vont mettre les pieds. Donc on discute avec elles de tout ça. Et inversement, c'est pas parce qu'on les reçoit qu'on va pouvoir forcément mettre en œuvre cette préservation de la fertilité, puisque quelquefois les chances d'obtenir un nombre suffisant d'ovocytes sont tellement faibles que ça ne vaut pas le coup de leur faire courir les risques qui vont avec ces procédures. Donc le message, c'est vous allez avoir une information, puis vous discuterez de ce que vous pouvez ou pas ou voulez faire. Alors, il y a cette étude qui vient d'être publiée, donc c'est un travail collaboratif d'un certain nombre de centres de lutte et de services d'AMP qui leur sont associés dans leur activité. Travail qui a été mené à partir de la cohorte Sentinelle de Anne-Sophie Ami, que vous connaissez probablement. Et donc, c'est le suivi des 517 patientes avec un cancer du sein en rémission qui ont été suivies sur une période récente. C'est pour ça que je trouve intéressant ces résultats notamment. Donc, c'est des femmes de 33 ans en moyenne. Et sur les 424 femmes qui ont reçu une chimiothérapie, vous voyez que 45% seulement ont été adressées en consultation d'oncofertilité, ce qui n'est pas a priori tout à fait suffisant compte tenu de l'âge. Donc 181 d'entre elles, ou une d'entre elles, ont eu une procédure, comme vous voyez, avec en grande majorité une congélation d'ovocytes. C'est la stratégie la plus logique pour préserver la fertilité de cette femme-là, mais on peut aussi préserver des embryons, je vais y revenir. Et la préservation du cortex est une option assez minoritaire dans ce contexte particulier. Et puis vous voyez que 15% de ces femmes ont reçu des analogues de la GnRH, j'y reviendrai brièvement. La partie la plus intéressante de ces résultats, c'est celle-ci, donc suivi médian, 26 mois, 133 grossesses spontanées en grande majorité, ça c'est un autre message très fort, sans intervention médicale dans la plupart des cas, et donc pour les grossesses programmées par les patientes, délai nécessaire pour concevoir à 3 mois, ce qui est vraiment très 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 bien.
C'est ça qui pose problème. Grossesse non programmée, alors ça ne veut pas dire non désirée finalement, mais non programmée 15%. Donc là, il y a un tout petit gap dans l'information sur la contraception. Je vais y revenir, mais en tout cas, on doit avoir une contraception efficace, même quand on est en aménorrhée, même quand on est sous chimio, etc. Et ces femmes qui ont des grossesses non programmées, dans le questionnaire, on retrouvait qu'elles avaient eu significativement moins d'informations sur le caractère toxique de leur traitement du cancer au moment de leur diagnostic. Donc en fait, elles ne savaient pas, et notamment, elles ne savent pas qu'on ovule toujours avant d'avoir des règles, donc on peut être enceinte. Ailleurs, est-ce qu'on fait mieux ? Au Canada, dans cette étude aussi assez récente, 1200 patientes, vous voyez qu'à peu près la moitié des patientes sont adressées en oncofertilité aussi. Et ce qui a motivé les refus des patientes, c'était intéressant, c'est la crainte de retarder le traitement, je vais y revenir aussi, le traitement du cancer, bien sûr. Une toute petite étude italienne, juste pour voir l'impact qu'a eu la loi qui demandait aux médecins d'adresser leurs patientes en préservation de la fertilité. Donc on voit une augmentation de l'activité après cette loi. Et aussi l'impact du Covid sur cette prise en charge, où ça dégringole à cause de la pandémie. En France, vous savez qu'on a été un peu embêtés au début, puisqu'on nous a demandé de fermer les sécos au tout début. Mais heureusement, grâce à l'énergie, notamment de l'équipe de Cochin, on a réussi à réverser assez rapidement toutes ces histoires de fermeture. Mais il y a quand même eu 2 mois où les femmes ont été sacrifiées au passage, à peu près. Alors, pour qui peut-on proposer une cryopréservation ovocytaire ? Ce qu'il faut retenir ici, c'est les taux cumulés de grossesse en oncofertilité sur cette étude-là. Et vous voyez qu'en fonction du nombre d'ovocytes qu'on utilise, on augmente les chances d'avoir une grossesse. Et donc, il y a un effet de l'âge qui est extrêmement important, puisque avant 35 ans, on a 70% de chances d'avoir une grossesse avec une absence de plateau, alors qu'après 36 ans, ça chute de façon extrêmement drastique avec un plateau à 20 ovocytes. Donc est-ce que la cible, ça doit être 20 ovocytes matures pour avoir des bonnes chances d'avoir un enfant ? On ne les atteint quasiment jamais, pour tout vous dire, en oncofertilité. Même si, dans le cas du cancer du sein, le fait d'avoir un cancer du sein, quel que soit son statut TNM, ne modifie pas la réponse ovarienne. Alors, qu'est-ce qui contribue à tout ça ? C'est notamment que les taux de survie après réchauffement des ovocytes sont maintenant excellents, mais ça ne marche pas à tous les coups parce que c'est un ovocyte et pas un embryon. Quand on utilise des embryons congelés, on augmente considérablement les chances. En moyenne, vous pouvez retenir aussi qu'un ovocyte congelé égale 6% en gros de chances d'avoir une naissance vivante 9 mois plus tard, alors qu'un embryon, c'est 20. Alors, comment on fait pour sélectionner les patientes ? Et juste pour attirer votre attention sur le fait qu'on utilise beaucoup l'AMH dans ce contexte-là pour évaluer la réserve ovarienne. Et il y a beaucoup de choses qui interfèrent avec l'AMH et donc on reçoit aussi en permanence des patientes complètement affolées parce que l'AMH est basse. Et donc, alors premièrement, ce n'est pas un marqueur de fertilité spontanée, c'est un marqueur de comment je vais stimuler cette dame si je veux la stimuler. Et deuxièmement, il y a des choses qui interfèrent énormément, et notamment la contraception. Et quand on arrête la contraception et qu'on redose l'AMH 3 mois plus tard, on a des taux qui remontent énormément. Donc c'est au minimum 50% de down-régulation, les pilules, sur le taux d'AMH. Et puis l'autre facteur qui interfère et que j'ai encadré là parce qu'il faut en rediscuter avec les patientes parce que ça interférera aussi sur la récupération après la chimio, c'est le tabac qui est toxique pour la réserve ovarienne. Alors, à qui proposer ça aussi ? Aux femmes qui n'ont pas de chimiothérapie dans leur programme, parce qu'on sait, et ça a été reconfirmé récemment dans cette étude de 2020, que les femmes qui ont des préoccupations avec leur fertilité à cause de ce traitement anti-hormonal, en fait, vous voyez, dans cette cohorte de 650 femmes quasiment, il y en a 7% quand même qui n'ont jamais commencé le traitement et 33% qui ne l'ont pas poursuivi. Et en fait, si on ne pose pas la question, on ne le sait pas. Elles ne suivent pas le traitement, mais elles ne le disent pas. Et donc, ces femmes qui sont informées, et ça a été publié antérieurement, qui sont mieux informées, suivent mieux les traitements anti-hormonaux. Alors là, c'est soit le petit coup de blues de la personne qui congèle des ovocytes, soit pour rassurer les femmes qui finalement ne feraient pas de préservation de la fertilité sur une expérience de 25 ans, vous voyez, dans cette publication récente. Et vous voyez que finalement, les patientes qui vont recourir à leurs ovocytes au bout du compte, c'est extrêmement minoritaire et ça s'observe ici aussi. Vous voyez, sur 3000 ovocytes, il y en a 194 qui vont être réutilisés alors que les femmes étaient suivies pendant 10 ans. Et donc là, on voit qu'il y en a un certain nombre qui, malgré un âge qui est déjà raisonnable, 37 ans de ce côté-là, 38 ans de l'autre côté, sont toujours pas du tout prêtes à mettre en route une grossesse. Ça, c'est aussi une autre question problématique.
Alors les techniques, pour passer rapidement, parce que je pense que vous les connaissez assez bien, on peut congeler des ovocytes matures après stimulation qui prend 2 semaines et qui expose à une hyperestrogénie, ou sans stimulation et on mature in vitro au laboratoire. Retenez que c'est 2 fois moins efficace, on perd 50% des ovocytes en route. Donc je parlerai surtout de la stimulation par la suite. Le traitement médical, donc ce sont les analogues de la GnRH, je vais en parler très brièvement, et la congélation de tissus ovariens qui donne de bons résultats dans la littérature internationale, 20% de chances de naissance par grossesse, en gros, par greffe, excusez-moi, et qu'on associe en fait, dans le cadre du cancer du sein, on l'utilise uniquement quasiment dans le cas où on fait une maturation in vitro, et dans le même temps, on fait un prélèvement ovarien pour augmenter les chances de grossesse ultérieurement. Alors, les analogues de la GnRH, donc le principe, c'est je mets au repos les ovaires en injectant des analogues de la GnRH. Bon, la physiologie ovarienne nous laissait très fort penser que ça ne marchait pas forcément. Les données de la littérature l'ont confirmé, mais encore fallait-il faire des études. Et donc, finalement, quelle que soit l'entité qui fait des recommandations, la conclusion, c'est ne doivent pas être considérés comme un équivalent de préservation de la fertilité. Donc, on le propose soit à ceinture et bretelles, les analogues après l'APF, soit pour les dames à qui on ne peut pas proposer de préservation de la fertilité. Alors l'avantage que j'y vois, c'est quand même que les données suggèrent qu'il y a une récupération de la fonction hormonale de l'ovaire qui est meilleure après des analogues. Comme on s'adresse à des femmes à qui on ne donnera jamais de traitement hormonal substitutif, ça peut être intéressant pour elles. Et donc dans les choses nouvelles que vous avez peut-être déjà vu passer, 2021, le thésaurus de l'INCA sur la préservation de la fertilité, qui dit la même chose d'ailleurs pour ce qui est des analogues. Alors, théoriquement, c'est contraceptif, ces molécules. Donc, vous savez aussi sans doute que non, en fait, ce n'est pas vraiment une contraception, ça n'a pas l'AMM pour ça. Alors, même si on dit les femmes sous analogue, on n'a pas besoin de leur rajouter une contraception. En fait, il y a un échappement possible, et ça pourrait être 5% des femmes qui échapperaient aux analogues de la GnRH, surtout en injection mensuelle. Et d'autre part, nous, on a eu avec Catherine Usan à côtoyer une femme qui s'est retrouvée à 26 semaines d'aménorrhée avec un diagnostic de cancer du sein, de grossesse en cours de cancer du sein. Personne n'y croyait. Donc en fait, elle est arrivée à 26 semaines avant que quelqu'un, dans une PMI, décide de poser une sonde d'écho sur son ventre. Elle disait, il y a un truc bizarre, ça bouge dans mon ventre. Voilà. Donc elle avait fait quoi? Elle avait retardé son injection d'analogue de la GnRH un peu. Et du coup, elle avait ovulé, parce que l'injection suivante, c'est inducteur de l'ovulation. Donc méfiez-vous, même sous analogue, HCG systématique quand c'est bizarre. Alors la stimulation ovarienne, est-ce que ça retarde le traitement? Parce que c'est une des craintes. Donc effectivement, alors premièrement, on peut faire ce qu'on appelle du random start, c'est-à-dire que si vous envoyez la patiente n'importe quand dans le cycle, on va commencer la stimulation n'importe quand, donc c'est pas une raison pour pas les envoyer, vous les envoyez, on gère. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un délai? Oui, en fait ça rallonge le délai de début du traitement, mais est-ce que ça a un impact? Non, en fait ça n'impacte en aucune façon les taux de rechute et la survie. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme protocole? L'objectif, c'est d'essayer de limiter l'augmentation des œstrogènes pour éviter de stimuler le cancer du sein. Bon, on y croit, on n'y croit pas. Donc on peut faire plusieurs choses. Soit on utilise un protocole où on bloque le système pour garder la main dessus et donc on évite de faire monter trop haut les œstrogènes. Soit on utilise des molécules anti-œstrogènes ou qui empêchent la production des œstrogènes comme le létrozole. Et donc, ils ont chacun leurs inconvénients. Le tamoxifène, ça augmente aussi le risque de thrombose, tout comme la stimulation. Donc, ça peut être pas forcément une option qu'on aime beaucoup. Le létrozole, vous savez qu'on a un petit souci avec nos autorités de santé qui ont décidé qu'on ne pouvait pas utiliser le létrozole dans le contexte de la fertilité pour le moment, mais ça va un tout petit peu bouger peut-être, puisque là, on est dans le souci avec le citrate de clomifène qui est en rupture de stock, qu'on utilise dans le syndrome des ovaires polykystiques. Et donc, il y a eu une rencontre à la NSM, de gynécologues avec la NSM, et donc il y aurait une ouverture pour que dans ce contexte-là, on puisse enfin utiliser le létrozole qui est plus efficace que le clomide, et du coup, peut-être que ça nous ouvrira la porte pour la STIM dans l'avenir. Voilà, donc stimuler avec du létrozole. Donc, qu'est-ce que ça fait de rajouter du létrozole? On ne diminue pas le nombre d'ovocytes matures alors qu'on a diminué les taux d'estradiol, etc. Effectivement, on voit que le taux d'estradiol est meilleur avec le létrozole ici. Et on n'augmente pas non plus la durée de la stimulation. Donc, en termes d'impact sur le traitement ultérieur de la femme, il n'y en a pas. Est-ce qu'on peut faire une stimulation préopératoire? Ça fait partie aussi des questions. Les femmes qui sont en situation néoadjuvante. Donc, ça, c'est une étude rétrospective menée à Stockholm. Il n'y a pas énormément de patientes, et juste je voudrais attirer votre attention sur le fait que quand on ajuste sur le traitement néoadjuvant, on voit quand même ici qu'il y a une augmentation du risque
de récidive ultérieurement. Et ici, cette ligne verte, ça souligne l'arrivée de létrozole dans leur protocole. Donc le risque de rechute est un petit peu augmenté quand on est en situation néo-adjuvante quand même. Alors moins probablement après létrozole. Ils n'ont pas pu stratifier sur létrozole, pas létrozole dans cette figure-là. Donc ici, il y a un papier plus petit de 2021, 232 patientes, 157 qui ont reçu une PF sans létrozole, parce que dans ce centre-là, c'est comme ça que ça se passe. Donc vous voyez là très peu de patientes, mais avec un taux de rechute qui n'a pas pu être calculé sur le plan de la significativité en pourcent, mais très très peu de rechute dans l'absolu. Voilà, donc ça c'est des données plutôt rassurantes en faveur du létrozole. Donc en conclusion, grossesse après un cancer du sein, j'enfonce un tout petit peu des portes ouvertes, mais évidemment oui, sans arrière-pensée, juste en informant correctement les femmes sur les petits risques obstétricaux qui sont associés, mais en leur disant bien qu'on sait gérer. Cryopréservation ovocytaire, donc le recul est limité en termes de naissance vivante quand même, en contexte oncologique. Par exemple, les maturations in vitro, en France, on a eu une naissance chez Michael Greenberg. Et après stimulation, on reste aussi dans des chiffres qui restent très faibles, autour de la 50aine en réalité dans la littérature. Donc la stimulation néoadjuvante, on a très très peu de données, et la stimulation avec létrozole, ça reste aussi très très peu fourni comme littérature, donc pourquoi pas. Peut-être bientôt hors théoriquement de protocole de recherche, mais en informant bien les patientes sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas comme toujours. Voilà. Et les analogues de la GNRH sont quand même la roue de secours dans cette stratégie, à mon avis, et je vous remercie. Merci Nathalie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour cette présentation très, très claire sur les enjeux de la fertilité dans le cadre du cancer du sein? Des remarques? Oui, vas-y. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule ou pas. Oui. Oui, c'est bon. Merci pour ton topo qui a été remarquable comme toujours. Est-ce que vous faites des protocoles différents chez les patientes mutées, par exemple BRCA1, BRCA2, qui ont des risques de cancer ovarien? Est-ce que l'attitude est exactement la même? Alors, on suit exactement la même ligne. On s'appuie sur les données qu'on a de stimulation chez les femmes qui n'ont pas de cancer. 2 papiers sur le cancer du sein qui ne montrent pas d'augmentation du risque, quel que soit le protocole, parce que c'est des papiers très globaux sur des petites cohortes, et un papier sur le cancer de l'ovaire qui ne montre pas non plus d'augmentation du risque. De toute façon, on est dans un one-shot, et donc ça ne va pas non plus changer, révolutionner les choses. Et les cryopréservations ovariennes? Alors, on ne cryopréserve pas, en tout cas chez nous, mais bon, c'est parce que c'est écrit ce qui est écrit dans les recos de l'INCa, c'est qu'on ne regreffe pas de tissu ovarien. Donc, si c'était une femme très jeune, par exemple, on pourrait prélever du cortex, et en espérant qu'on soit capable de faire une maturation ex vivo dans l'avenir, ce qui a été fait une fois sur tissu frais, dans une étude avec un rendement pas très élevé, mais qui date de fin 2017. Donc, du coup, comme déjà dans le cancer du sein, on ne prélève pas beaucoup de cortex, nous. Chez les femmes mutées, de principe, on le propose exceptionnellement. Il faut vraiment une situation de 18 ans, ce qui est exceptionnel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être non, juste un dernier mot sur le côté néoadjuvant. C'est quand même un enjeu important avec l'augmentation, en tout cas on le voit depuis un certain nombre d'années, des indications du traitement néoadjuvant, pas exclusivement dans le cadre de la préservation, de la conservation du sein, mais voilà, on a bien compris que ça restait quand même un peu, il fallait être prudent dans cette situation-là. Ça reste des données limitées, même si conceptuellement, pourquoi pas, mais les données factuelles restent limitées. D'autres remarques, d'autres questions dans la salle? Non? Bon, merci en tout cas pour cette présentation, Nathalie. Je demande maintenant Marc Espier qui va nous faire une actualité sur le cancer du sein pendant la grossesse et le postpartum. Je ne rappelle pas qu'il travaille à l'hôpital Saint-Louis. Ça n'a pas changé, je suis encore d'actualité. C'est encore bon, oui. Encore un peu. Alors, merci beaucoup pour votre invitation. J'ai fait des choix arbitraires sur quelques publications récentes dont on va discuter.
Alors, quelques rappels. Vous savez que le cancer du sein, donc pendant la grossesse, c'est le plus fréquent chez la femme enceinte. On estime qu'il y a un cancer du sein pour 3000 grossesses. Et ça représente à peu près 7% des cancers du sein chez les femmes de moins de 45 ans et 15,6% l'association avant 35 ans. On sait qu'il y a généralement une augmentation de l'incidence qui est observée depuis une trentaine d'années, liée très probablement à l'âge plus tardif des débuts de grossesse. Et puis, par ailleurs, qu'il y a souvent un retard au diagnostic et à la thérapeutique. Alors, bref rappel donc, sur le pronostic du cancer du sein associé à la grossesse. Il y a une méta-analyse qui n'est pas très ancienne, qui a regroupé, vous voyez, pour la survie globale, 45 études avec à peu près 6000 patientes et qui va retrouver un excès de mortalité modeste mais significatif, avec un hazard ratio 1,45. Alors, les résultats sont hétérogènes. Il faut bien faire attention qu'on a compilé des études de 1969 à 2019 avec des traitements, des présentations qui n'ont strictement rien à voir entre eux. Pour la survie sans maladie, il y a un petit peu moins d'études, 1786 patientes. Là encore, on trouve quand même un risque de rechute accru. Et vous voyez que pour la survie spécifique, on tombe à 296 patientes dans cette méta-analyse. Mais là aussi, on va retrouver un hazard ratio 1,40 avec un plus mauvais pronostic, donc lié à la survie spécifique par cancer du sein. Le plus mauvais pronostic, il dure pendant les 6 années suivant l'accouchement. C'est ce que montre cette courbe sur le risque de mortalité qui est au-dessus des femmes qui n'ont pas eu leur cancer du sein pendant la grossesse sur les 6 mois suivants. Alors, je voulais insister un petit peu sur cette notion. Vous savez que jusqu'à présent, on avait tendance à prendre comme définition du cancer du sein associé à la grossesse, le cancer du sein qui survenait pendant la grossesse et dans les 6 mois, voire l'année, dans beaucoup de publications, qui suivaient la grossesse. Et en fait, c'est probablement 2 entités distinctes. Pendant la grossesse stricto sensu, et puis après la grossesse et le postpartum, voire après l'allaitement. Et certains auteurs font durer ce postpartum sur les 5 à 10 ans qui suivent l'accouchement. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des désaccords quant aux répercussions pronostiques liées à ces différents moments de la survenue du cancer par rapport à la grossesse. Pour certains, ça reste plus grave par rapport à une population de même tranche d'âge, mais pour d'autres, lorsqu'on a un cancer du sein stricto sensu pendant la grossesse, eh bien le pronostic est identique à une population de même tranche d'âge. Et vous avez cette publication sur 311 femmes enceintes avec un cancer du sein donc pendant la grossesse, comparé à 865 témoins non enceintes. Et vous voyez qu'en termes de survie sans rechute et de survie globale, eh bien il n'y a pas de différence de pronostic, et donc un pronostic identique si on parle bien des cancers du sein qui surviennent pendant que la femme est enceinte. Après la grossesse, eh bien par contre, le pronostic semble plus mauvais, avec, vous voyez, un risque de métastasé 2 fois plus important, et ce mauvais pronostic persiste, y compris après de multiples ajustements. Donc, en gros, l'idée, c'est vous avez en bleu le pronostic global des patientes qui ont un cancer du sein associé à la grossesse. En rouge, le pronostic de celles qui ont eu leur cancer du sein pendant la grossesse. Et en vert, dans le postpartum, vous voyez la différence de pronostic de ces cancers en fonction du moment donc, du diagnostic du cancer du sein. Alors, est-ce qu'on peut expliquer ça ? Très schématiquement, vous savez que pendant la grossesse, la glande mammaire, elle se prépare bien sûr à la lactation, qu'on va avoir une prolifération et associée à une différenciation de la glande mammaire dans le sens de l'allaitement. Donc on va avoir des cellules qui vont être différenciées et plus à l'abri des carcinogènes et de la carcinogénèse en général. Après la naissance, en l'absence de lactation ou pendant le sevrage, là on va avoir une involution de la glande mammaire, involution qui va accroître éventuellement le potentiel métastatique d'éventuelles cellules précancéreuses ou proliférantes, en raison notamment de phénomènes d'immunosuppression qui surviennent à ce moment-là, au moment de l'involution de la glande mammaire, associés à des facteurs de croissance qui s'observent dans les mécanismes de réparation qui surviennent donc dans cette involution de la glande mammaire et qui risquent de stimuler donc les cellules cancéreuses ou précancéreuses. Alors, est-ce qu'il y a un profil anatomopathologique différent des cancers qui surviennent
pendant la grossesse. Là, c'est une étude aux Pays-Bas, 744 patientes. Ils ont pris des cancers du sein donc pendant la grossesse ou pendant les 6 mois suivants. Et ils les ont appareillés à des patientes de moins de 45 ans. Et donc, vous voyez que les cancers sont survenus donc, pour 24% des cas au premier trimestre, deuxième 15%, troisième 35%. Ils se sont interrogés au postpartum, sans allaitement, au postpartum en cours d'allaitement, et puis ils avaient un certain nombre d'âges gestationnels inconnus. Ils ont observé que pendant la grossesse, eh bien, les grades étaient plus élevés. Vous voyez qu'on a beaucoup plus de grade 3, 80% contre 39%. Des récepteurs hormonaux moins fréquemment positifs. On va avoir des récepteurs aux oestrogènes et à la progestérone qui sont beaucoup moins fréquemment positifs qu'en dehors de la grossesse. Une surexpression de HER2 dans leur population plus importante, 20% versus 10%, et davantage de cancers du sein triple négatif, 38% versus 22%. Et donc, globalement, moins de cancers lumineux, très hormonosensibles et peu proliférants. Cette deuxième étude, qui est en fait une revue de la littérature, va dans le même sens. Vous voyez qu'il va y avoir un excès de cancers non hormonodépendants et un excès de cancers surexprimant HER2 associé à la grossesse. Alors, je vous ai dit, plus mauvais pronostic pour les cancers diagnostiqués dans le postpartum. On a cette étude qui a été publiée qui vient du Colorado. 700 patientes avec une moyenne d'âge de 38 ans à peu près, des cancers de stade 1 à 3. Et vous voyez que pour les cancers de stade 1 et 2, ils ont trouvé un risque accru de métastaser dans les 10 ans qui suivent, y compris après différents facteurs et différents ajustements, avec, vous voyez, un hazard ratio multiplié par 3 entre 0 et 5 ans et multiplié par 5 entre 5 et 10 ans après la grossesse, avec une plus grande fréquence d'emboles et d'envahissement ganglionnaire que chez les nullipares, pas de différence par ailleurs. Et donc le risque de métastaser pour eux, en cas de cancer RH+, est identique à celui d'une nullipare RH-, où le risque à court terme est spontanément plus important. Donc on a ça sur ces courbes. Vous avez là les nullipares avec un cancer RE+, vous avez là les nullipares en orange avec un cancer RE-, et les patientes qui ont fait un cancer dans le postpartum, RE+, vous voyez, qui ont le même pronostic, et celles qui ont le plus mauvais pronostic, eh bien celles qui ont eu un cancer dans le postpartum et des récepteurs hormonaux négatifs, donc des pronostics différents au moment de l'association cancer et grossesse et fonction des récepteurs hormonaux. On a également ces données de l'INSIP, qui est un groupe international autour du cancer du sein, l'infertilité et la grossesse. Ils ont repris 1180 patientes de moins de 40 ans. Alors là encore, c'est un peu compliqué. 180 cancers du sein diagnostiqués dans les 2 ans post-sevrage, 53 pendant l'allaitement, 492 pendant la grossesse, qu'ils ont comparé à 446 nullipares. Et qu'est-ce qu'ils retrouvent? Eh bien, à nouveau, un risque accru de métastase et de décès, multiplié par 2, en cas de cancer du sein diagnostiqué dans les 2 ans post-sevrage par rapport aux autres sous-groupes. Donc, c'est bien les cancers du sein qui surviennent après la grossesse qui ont le plus mauvais pronostic. Et pour les cancers du sein qui surviennent donc post-sevrage, qui ont un plus mauvais pronostic, eh bien, le pronostic est encore plus mauvais en l'absence d'allaitement ou d'allaitement de courte durée, ce qui va un petit peu avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, et à nouveau un risque accru de métastase hépatique. Donc, on a ça sur cette courbe, et vous voyez qu'en bleu, eh bien, on va retrouver en termes de probabilité de survie globale, ce plus mauvais pronostic associé au cancer du sein de postpartum, post-sevrage, idem donc sur la probabilité de survenue de métastase. Alors, comment on peut expliquer ça? Peut-être par des problèmes, j'ai failli dire, de gènes. On sait que dans le postpartum, donc, il va y avoir un excès de gènes associé à la prolifération cellulaire, une activation lymphocytaire et une moindre expression de la voie des récepteurs hormonaux et une moindre activité de la voie TP53, donc sauvage, et davantage de mutations P53 qui pourraient participer à ce plus mauvais pronostic. Dans cette publication, on voit bien la différence au niveau de l'expression des gènes et de la surexpression des gènes. Vous avez en bleu les gènes qui sont exprimés avec les cancers diagnostiqués chez des nullipares sans grossesse, alors que là, en noir,
c'est la partie droite ou gauche, enfin ça dépend comment on regarde, de ce schéma, qui sont les gènes qui sont exprimés dans le postpartum chez les femmes qui ont eu leur cancer du sein dans le postpartum, et on voit bien qu'il y a deux profils géniques complètement différents. Enfin, les auteurs se sont intéressés plus spécifiquement aux femmes qui avaient un cancer RH+, avec leur diagnostic de cancer dans le postpartum, et vous voyez qu'ils mettent en évidence deux regroupements de gènes, un regroupement de gènes en violet qui sont clairement associés à la prolifération, et un regroupement de gènes qui sont associés à l'immunité et qui sont complètement différents de ce que l'on observe chez les femmes qui font des cancers à un âge jeune mais qui ne sont pas dans le postpartum. Donc on pourrait dire qu'avec un allaitement long, on augmente la différenciation cellulaire, avec donc l'apoptose de cellules épithéliales, le retour à un état pré-grossesse progressif. On observe une infiltration leucocytaire, une repopulation par les adipocytes et l'existence de cellules différenciées présentatrices d'antigènes faisant affluer des cellules immunitaires dites protectrices. Alors que pour les allaitements courts, on va avoir moins d'apoptose, la survie de cellules peu différenciées, la suppression du micro-environnement immunitaire favorable et la survie de cellules progressives avec une plus grande aptitude à l'envahissement et une plus grande résistance à l'apoptose et rupture de la matrice extracellulaire pouvant favoriser donc l'essaimage métastatique. Je ne vais pas détailler ce diagramme, mais qui dit la même chose. Vous avez là, donc, en cas d'allaitement de longue durée, la différenciation et le retour vers une glande mammaire normale, alors que là, en cas d'allaitement de courte durée, eh bien, vous allez avoir une différenciation beaucoup plus limitée, des phénomènes d'immunosuppression et des phénomènes de prolifération qui peuvent permettre que des cellules précancéreuses se transforment en cellules cancéreuses et commencent à essaimer. Alors, quelques données donc thérapeutiques. Là, ce sont des rappels de choses que vous savez par cœur, mais comme ça a été actualisé récemment, relativement récemment, je voulais en dire un mot. Donc la chimiothérapie, vous savez qu'elle est possible dans le traitement des patientes qui ont un cancer du sein à partir du 2e trimestre, qu'on recommande généralement une chimiothérapie à base d'anthracycline et de taxane, qu'on va généralement jusqu'à la 35e semaine et qu'on essaye d'arrêter 3 semaines avant l'accouchement pour éviter des complications infectieuses, qu'on reste contre l'hormonothérapie pendant la grossesse, et notamment pas de tamoxifène puisqu'il est tératogène, et pas de trastuzumab, puisque là aussi il y a un certain nombre de toxicités, notamment les oligoanhydramnioses observées avec cette molécule. Juste cette présentation du NCCN. Alors, au niveau du bilan, on en dira peut-être un mot après avec l'imagerie. Vous voyez qu'il propose de faire une radio de poumon avec une protection abdominale. Enfin, on peut la faire. Une échographie abdominale, on s'en doute, si on a besoin de rechercher les métastases hépatiques. Et il propose une IRM sans injection de produit de contraste pour analyser le rachis si on pense qu'il peut y avoir des métastases osseuses. Dans le cadre du premier trimestre, eh bien, il propose qu'on discute l'interruption de grossesse. Si on décide de continuer la grossesse, vous voyez qu'eux sont assez radicaux au niveau chirurgical au niveau du premier trimestre en proposant une mastectomie avec une exploration axillaire. Pour le 2e trimestre et le début du 3e, pareil, mastectomie ou chirurgie conservatrice, cette fois avec exploration axillaire, ou chimiothérapie préopératoire suivie de mastectomie ou chirurgie conservatrice et exploration axillaire. Et si on est au 3e trimestre, eh bien, à la fin du 3e trimestre, on va proposer la chirurgie et passer secondairement, si nécessaire, à la chimiothérapie adjuvante, plus ou moins radiothérapie, etc., et hormonothérapie. Vous voyez que si on fait la chimiothérapie, excusez-moi, en cours de grossesse, voilà, je vais y arriver, eh bien, ça va être une chimiothérapie, comme je vous l'ai dit, à base essentiellement d'anthracycline et de taxane. Mais vous voyez qu'il y a systématiquement le report de l'hormonothérapie, de la radiothérapie et des thérapies ciblées après l'accouchement. Juste un petit mot sur cette publication sur le trastuzumab, parce que les publications étaient un peu contradictoires.
Et vous voyez qu'ils ont repris 22 articles. Ils retrouvent 77% de complications chez la mère avec des anhydroamnioses dans 68% des cas, et quand même 56% de complications chez le nouveau-né, avec 30% de détresse respiratoire ou tachypnée, et un décès de 18% à peu près des enfants, ce qui n'est pas rien. Il n'y a cependant pas de complications en cas d'administration en début de grossesse. Si par hasard il y a administration, ce n'est pas dramatique, mais en tout cas, il ne faut pas continuer. Et il y a plus de complications néonatales, semble-t-il, si les patientes sont plus âgées. Alors, en conclusion de cette présentation, je crois qu'il faut vraiment différencier pour nos données d'analyse, on va dire, les cancers du sein qui surviennent pendant la grossesse de ceux du postpartum et des années qui suivent. On en rediscutera après. Pour l'ACR et le NCCN, l'IRM avec injection de gadolinium, elle reste contre-indiquée pendant la grossesse, même si en France, certains la proposent. Grâce à nos amis de Tenon, on sait que la TEP-TDM semble possible si nécessaire. Et vous voyez qu'il n'y a pas de nouveauté significative d'un point de vue thérapeutique. La chirurgie est possible quel que soit le stade. La radiothérapie doit être faite après l'accouchement, la chimio après le premier trimestre et le trastuzumab et l'hormonothérapie après l'accouchement. Je vous remercie. Merci Marc. J'avais une question concernant la chimiothérapie pendant la grossesse. Qu'en est-il des protocoles dose-dense qu'on fait maintenant de plus en plus pour les triples négatifs avec 15 jours et non pas 3 semaines entre les anthracyclines? Est-ce que c'est possible pendant la grossesse? Alors, je n'ai pas de réponse de certitude à cette question. Je pense que c'est possible pendant la grossesse de faire du dose-dense sur le thème 15 jours. Dose-dense, oui. Dose-dense, dose-intense associé, là, je serais plus prudent. Mais par rapport aux facteurs de croissance qu'il faut associer, on peut les donner pendant la grossesse? Alors, on peut les donner sur la pointe des pieds. Oui, une question au fond. Attendez, il y a le micro qui arrive. Bonjour. C'est une remarque. Je trouve que aussi les cancers du sein du postpartum, c'est souvent aussi des cancers du sein de la grossesse qui ont été négligés. Et donc, je me demande si c'est pas aussi un des effets des mauvais chiffres. Alors, en postpartum immédiat, je veux dire, parce que souvent pendant la grossesse, si la patiente décrit quelque chose, on fait qu'une écho qui n'est pas toujours contributive, et puis on se retrouve en postpartum avec quelque chose qui a grossi. Pas toujours, mais il y a quand même certains cas, certaines présentations où ça peut expliquer le retard diagnostique et la mauvaise pronostic. Oui, je suis d'accord avec vous. Simplement, normalement, dans les études, tout ça a été apparié sur ces facteurs confondants éventuels. Bon, alors évidemment, c'est pas des études randomisées, tout ça, bien sûr. Après, juste un commentaire, s'il y a une masse qui apparaît pendant la grossesse, faut la biopsier. La microbiopsie, il faut la faire de manière systématique si on a le moindre doute et pas attendre. Alors nous, on a un biais, forcément, on a un biais de sélection dans les patientes qu'on voit. C'est vrai que nous, on voit toujours les patientes à partir du 5e mois, quoi, en gros. C'est le moment où généralement on nous les envoie. C'est vrai que ce serait souvent plus sympa qu'elles aient eu une microbiopsie plus tôt. Je partage pleinement cette remarque, en effet, qui a été dite. Je rajouterais même au-delà, est-ce que, en parlant du cancer du sein survenant après la grossesse et plutôt dans le postpartum, probablement que ça a été apparié, mais je n'ai pas vu les études, le traitement est-il optimal? Tout à fait. Est-il équivalent à... Absolument, absolument. C'est pour ça qu'il faut se méfier des compilations d'études qui reprennent des publications très antérieures qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on fait actuellement. Ainsi que le bilan, est-ce qu'il était optimal aussi? Je crois qu'il y avait peut-être une remarque. Oui, bravo pour ton topo. J'ai juste une remarque. Tu insistes bien sur le fait que les cancers du postpartum ont un moins bon pronostic. Tu dis probablement il y a une composition de l'involution de la glande avec les ruptures de membrane basale, les modifications du stroma, etc. Mais finalement, qu'est-ce que tu penses du fait de retarder souvent la chirurgie, de faire des chimiothérapies néoadjuvantes et opérer dans le postpartum, justement à un moment où l'angio-invasion est facilitée, où il n'y a plus de membrane basale et où il y a des phénomènes pro-métastasiants? Alors, précise ta question. Excuse-moi, je ne suis pas sûr de l'avoir bien compris. Est-ce que c'est très bien de laisser en place une tumeur, d'attendre que la femme ait accouché et finalement de l'opérer en postpartum, faire des chimios néoadjuvantes pendant la grossesse, quand tu peux l'opérer pendant la grossesse? Ah, mais moi je pense que si on peut l'opérer pendant la grossesse, il faut l'opérer.
Ne pas laisser la tumeur dans le postpartum. Quand on a une hésitation, tu es plutôt en faveur de la chirurgie. De la chirurgie. Ah oui, mais je reste très chirurgical, moi. Parce que c'est pas toujours la tendance actuelle. Oui, mais parfois, vaut mieux faire simple que trop compliqué. Hein. Mais on pense comme toi, mais j'avais envie de te l'entendre. Oui, oui. Ouais. Sauf que, bien sûr... Moi, alors, ça va encore plus se compliquer avec l'immunothérapie voilà. et les traitements néoadjuvants. Oui, mais immunothérapie pendant la grossesse, donnée... Voilà, le problème va se complexifier avec l'arrivée notamment d'immunothérapie, le pembrolizumab, c'est la keynote 522. Pour les triple neg. Pour les triple neg. Les triple neg avec quand même le néoadjuvant et l'optimisation thérapeutique post-néoadj, bien sûr dans les HER2 également. Donc en fait, c'est pas toujours si simple de... Bien sûr que non. Parce que ce qu'il ne faut pas, c'est qu'ensuite... Non, mais sur ce que dit Carole, si tu veux différer la chirurgie, oui, il ne faut pas non plus louper le coche. Hein. Et puis je rappelle en plus qu'on a 3 mois pour faire la radiothérapie, donc c'est pas non plus un argument pour ceux qui veulent pas opérer pendant la grossesse, dire ah bah oui mais on peut pas faire les rayons derrière. Oui, enfin sauf que on a 3 mois pour faire de la radiothérapie et qu'une grossesse ça dure pas 15 ans. Et donc on a toujours la façon de séquencer les choses. On a même plus si on fait de la chimio pendant la grossesse, hein, puisque quand on fait des chimiothérapies maintenant, on va faire la radiothérapie 6 mois après. Et un tout petit point sur les procédures sentinelles, parce que tu aimes bien parler de chirurgie. Oui, alors les procédures sentinelles, elles sont possibles pendant la grossesse. Tout le monde dit qu'il ne faut pas utiliser de bleu. Voilà, mais autrement, il semble ne pas y avoir de souci dans tout ce que j'ai lu. Merci Marc. Merci beaucoup. On va donner maintenant la parole au docteur Karmarek de l'hôpital Tenon, qui va nous parler d'imagerie pendant la grossesse, ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, bonjour à tous, merci d'être venus. Donc Edith Karmarek, effectivement, je vais traiter le sujet de l'imagerie du cancer du sein pendant la grossesse. Donc que faire et ne pas faire. Je ne vais pas faire l'imagerie globale du sein pendant la grossesse, mais que le cancer du sein. Sinon, je n'aurai pas le temps. Donc, en général, une patiente enceinte vient consulter pour une masse palpable, parfois un sein inflammatoire en écoulement mamelonnaire. Dans ce cas-là, on va faire en première intention une échographie mammaire. En revanche, si elle vient pour bilan de métastase à distance, le plus souvent osseuse, on fera d'emblée une mammographie qu'on va compléter par une échographie mammaire et axillaire bilatérale. En France, on ne fait pas de dépistage chez les femmes mutées pendant la grossesse. On essaye de faire un dépistage avant la grossesse et de le faire après la grossesse, donc en général pendant l'allaitement. Mais là, j'ai trouvé des chiffres récents d'une équipe israélienne qui a dépisté 263 femmes enceintes mutées par échographie. Ils ont détecté 1,5% de cancer, le plus précoce étant à 23 SA. Alors pourquoi on fait l'échographie en première intention chez la femme enceinte ? Parce que les ultrasons n'ont pas d'effet nocif sur le fœtus, vous le savez, puisque si vous êtes gynécologue obstétricien, vous faites des échos obstétricales. Et surtout, on sait qu'elle est beaucoup plus performante que la mammographie pendant la grossesse, puisque les remaniements physiologiques de la glande mammaire liée à la grossesse augmentent la densité mammaire et donc diminuent la performance de la mammographie. Aussi, l'échographie va permettre de guider les microbiopsies qui sont à privilégier par rapport aux cytoponctions pendant la grossesse. Pourquoi ? Parce que les cytoponctions sont moins performantes, parce qu'il y a beaucoup de faux négatifs ou de faux positifs. Il faut savoir que les microbiopsies chez la femme enceinte sont un petit peu plus risquées à cause du risque infectieux lié à la diminution de l'immunité chez la femme enceinte. Il y a aussi plus d'hémorragie et un petit risque de fistule lactée. Voici ici en image un exemple de cette différence de densité. Donc à gauche, vous avez la mammographie d'une patiente mutée, donc la même patiente avant sa grossesse, et à droite, la même patiente qui revient pour son dépistage pendant l'allaitement. Donc on voit bien l'augmentation de volume et surtout de densité de cette glande mammaire qui peut réduire donc la performance de la mammographie. Les diagnostics donc différentiels tels que galactocèle, adénofibrome, adénome lactant, mastite et abcès, sont diagnostiqués par échographie. En général, ne nécessitent pas la réalisation d'une mammographie.
Pourtant, la mammographie n'est pas contre-indiquée pendant la grossesse. Pourquoi ? Parce que les doses fétales sont négligeables, elles sont très faibles, sans effet tératogène prouvé. Cependant, on va toujours, en tant que radiologue, en tout cas, respecter un principe qu'on appelle le principe d'Alara, c'est-à-dire qu'il faut utiliser le moins de doses possible pour faire le meilleur diagnostic possible. Donc, si on n'a pas besoin de faire une mammographie, on ne fera pas de mammographie. Et il faut aussi penser, pendant la grossesse, pas seulement au fœtus, mais aussi à la glande mammaire qui est plus sensible au rayon X que hors de la grossesse, puisqu'il y a plus de glandes. On va donc réaliser une mammographie pendant la grossesse, surtout pour un bilan d'extension d'un cancer du sein prouvé. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura, si possible, qui aura déjà été biopsié. Donc, une lésion BI-RADS 4C ou 5, prouvée par biopsie, ou alors si vraiment on a une anomalie clinique suspecte, mais avec une échographie normale, c'est-à-dire qu'on est devant une discordance. Et donc, la mammographie va nous permettre de rechercher d'autres anomalies, telles que des microcalcifications, une asymétrie focale de densité ou une distorsion architecturale. Si on a besoin de faire une mammographie, on va réaliser une double incidence bilatérale et éventuellement, on va faire des clichés complémentaires. En particulier, on utilise de plus en plus la toposynthèse, mais il faut que ces clichés aient vraiment un intérêt diagnostique et aussi thérapeutique. Si ça n'a pas d'apport, si ça ne change pas le traitement ou la prise en charge, peut-être qu'on n'aura pas besoin de les faire. Enfin, le sujet du tablier de plomb. Voilà, Marc Espier rigole. En fait, c'est plus d'actualité. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça augmenterait le rayonnement diffusé et la dose à la peau. Et par contre, chez certaines patientes, ça peut avoir un effet rassurant, ou au contraire stressant chez d'autres patientes. Donc, passons à quelques exemples concrets. Cet exemple, donc, j'espère que les images, oui, ça va, ça rend bien, d'une patiente donc, de 34 ans, enceinte de 35 SA, qui consulte pour une masse palpable du cadran supéro-interne droit. Donc, je pense que vous voyez. En tout cas, c'est à noter qu'il y a un foyer de microcalcification, plutôt segmentaire, une distorsion et probablement une masse. Donc, cette anomalie a été biopsiée en échographie, puisque vous voyez qu'il y avait une traduction évidente en échographie. La microbiopsie a révélé un CCIS. Comme on pensait que c'était un peu discordant, on a même fait une macrobiopsie qui a confirmé ce CCIS. Et donc, devant l'absence de lésions invasives, il a été décidé de reporter le bilan d'extension par IRM et aussi de reporter le traitement chirurgical après l'accouchement, qui a été déclenché à 40 SA. Et donc, aujourd'hui, la maman et le petit garçon de 3 ans se portent bien. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi vous n'avez pas fait l'IRM mammaire pendant la grossesse, puisque le CRAD dit qu'on peut le faire ? Eh bien, moi, je suis pas, voilà, enfin, moi, en tout cas, les radiologues, on n'est pas forcément hyper d'accord avec ce que dit le CRAD, où ils disent, oui, c'est écrit noir sur blanc. Oui, il y a de très nombreuses publications. On n'est pas très aussi enthousiaste quant au nombre de publications et surtout à la taille des cohortes. Et en plus, on pense que c'est pas parce que le CRAD vous dit, vous pouvez faire des IRM, des examens, des injections pendant la grossesse, qu'il faut en faire tout seul dans votre coin. En tout cas, il faut que ce soit une décision multidisciplinaire, en tout cas une décision d'expert. Et d'ailleurs, quand on regarde le site internet du calque, c'est aussi écrit noir sur blanc, l'IRM avec injection de gadolinium est envisageable selon les recommandations de l'ESUR, qui est la Société européenne d'imagerie urologique. Et si on regarde bien, si on va sur le site de l'ESUR, là, c'est bien écrit. Attention, il faut que l'indication soit very strong, donc très justifiée. C'est pas juste strong, c'est very. Et en plus, il faut injecter, si besoin, la plus petite dose possible. Or, on sait très bien que pour une IRM mammaire, si on injecte une toute petite dose, la qualité de l'examen ne sera pas suffisante. Donc, et pourquoi donc ce débat sur l'IRM ? En tout cas, je pense que nous, les radiologues, on est assez protecteurs, on va dire. On évite de faire des IRM. Pourquoi ? Premièrement, parce que l'injection de chélate de gadolinium est fortement déconseillée pendant la grossesse.
Pourquoi ? Parce qu'il y a des publications qui ont montré, en tout cas chez l'animal, qu'il y a plus de morts in utero, plus de malformations. Ça n'a pas été démontré chez l'homme, même s'il y a une publication de 2016 qui a quand même retrouvé plus de morts néonatales ou de réactions cutanées ou articulaires chez des nouveau-nés qui avaient reçu une injection pendant in utero. Aussi, il faut savoir donc que l'utilisation du champ magnétique, mais aussi d'ondes de radiofréquence et de gradients, ce n'est pas recommandé avant 16 SA, d'après l'American College of Radiology, qui est la référence mondiale de tout radiologue. Voilà, donc pas avant 16 SA, si possible. Pourquoi ? Parce que, pareil, toujours chez l'animal, il a été montré que ça peut entraîner des retards de croissance intra-utérin, des prématurités, mais ça n'a pas été montré chez l'homme, mais vu qu'on n'en fait quasiment pas, enfin on n'en fait pas beaucoup puisque c'est pas recommandé, forcément, on peut comprendre que ça n'ait pas encore été démontré. Alors il y a aussi eu des doutes qui ont été émis sur le risque de surdité, pas démontré non plus, à cause du bruit des gradients. Mais les études récentes qui sortent montrent que, en tout cas, quand ils font un test d'audition à la naissance, il n'y a pas forcément de problème. Enfin, la difficulté pour les RMR, c'est que ça se fait sur le ventre. Donc une femme enceinte, en général, elle ne peut pas rester sur le ventre. Donc voilà, ça explique pourquoi on ne fait pas non plus d'IRM mammaire pendant la grossesse. Et donc si vraiment il est nécessaire et indispensable de faire une IRM pendant la grossesse, c'est possible puisque ce n'est pas contre-indiqué, mais il va bien falloir peser l'indication, il faut que ce soit très justifié. Et donc, il va falloir utiliser une machine 1,5 Tesla, c'est-à-dire pas trop puissante, et pendant, si possible, moins de 30 minutes, idéalement moins de 20 minutes, pour éviter l'augmentation de la température au niveau des tissus. Et si possible, sans injection de chélate de gadolinium. Heureusement, on a des séquences T1, T2, maintenant diffusion, qui sont de plus en plus performantes, donc qui peuvent nous permettre de réaliser des examens sans injection. Et il faut que ce soit validé en staff multidisciplinaire, avec, si possible, chirurgien, oncologue, radiologue, anatomopathologiste, et j'ai rajouté pédiatre, même s'il n'y en a jamais, parce qu'en fait, c'est eux qui vont voir les conséquences éventuelles de tous ces examens. Je suis désolée, mais vous, les gynécologues, ce qui vous intéresse, c'est que la grossesse se passe bien et que le nouveau-né naisse en vie. Et après, peut-être que voilà, vous êtes moins intéressés par la suite. Les chirurgiens, eux, ils veulent opérer, ils veulent que la chirurgie passe bien, et les oncologues veulent que le traitement également se passe bien et n'ait pas trop d'effets secondaires pour la maman. Et donc nous, les radiologues, on essaye de dire attention. Et bien sûr, il faudra aussi le consentement éclairé de la patiente. Donc voici une illustration de l'IRM là c'est pas pendant la grossesse, c'est pendant un allaitement, mais en tout cas retenez qu'en pratique l'IRM mammaire elle est souvent inutile. Pourquoi ? Parce qu'elle va être ininterprétable. Pourquoi ? Parce qu'à cause des remaniements physiologiques liés à la grossesse, il va y avoir un rehaussement qu'on appelle le RGM, rehaussement glandulaire matriciel, qui va être masquant. Vous voyez, ça c'est la même patiente que tout à l'heure mais en IRM. Donc à gauche c'est son IRM avant la grossesse, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de rehaussement. À droite, c'est son IRM pendant l'allaitement, où là, on a clairement un rehaussement glandulaire masquant, qui va potentiellement empêcher de voir une anomalie. Donc, retenez que l'IRM mammaire pendant la grossesse elle sera potentiellement ininterprétable. Donc, en routine, heureusement, le diagnostic de cancer du sein associé à la grossesse est le plus souvent permis par l'examen clinique, l'échographie mammaire et axillaire de première intention de bonne qualité, la biopsie sous échographie et ensuite, si c'est confirmé, par la mammographie. Et voici donc un autre exemple chez cette patiente de 40 ans sans antécédent qui est adressée pour bilan de cervicalgie. Et on découvre donc des métastases osseuses, une masse palpable du sein gauche et une grossesse de 7 SA. Donc comme l'interruption thérapeutique de grossesse est indiquée et acceptée par la patiente, donc programmée, on lui a fait son bilan d'extension en urgence par une IRM mammaire. Et vous voyez encore une fois que ça illustre vraiment ce rehaussement glandulaire masquant. Vous voyez, là je vous ai mis une image pour qu'on voit bien le cancer qui est ici, mais sur ces images-là, on ne le voit pas si bien que ça, alors qu'on le voyait très bien en échographie
qui mettait aussi en évidence un ganglion pathologique. Donc, pour rappel, donc, les indications du bilan d'extension à distance du cancer du sein, ce sont les stades CT3, T4 ou avec atteinte ganglionnaire, avec donc des recommandations de l'INCa qui proposent plusieurs possibilités pour le bilan d'extension. Et évidemment, chez la femme enceinte, vu qu'on va respecter ce principe d'Alara, en théorie, on est censé commencer par une radio de thorax, une échographie abdominale, une scintigraphie osseuse, ou maintenant plutôt, comme nous l'a montré Marc Espier, une IRM du rachis. Sauf qu'en pratique, on sait très bien que le PET scanner est beaucoup plus performant que ce bilan standard. Et surtout qu'on peut même le réaliser à low dose, on appelle ça un PET scan low dose, avec demi-dose de radioisotope, et c'est plus performant que le bilan standard. C'est pour ça qu'à Tenon, depuis déjà quelques années, on a fait le choix de ne pas faire d'IRM mammaire pendant la grossesse, mais plutôt, parce qu'elle est potentiellement irréalisable ou ininterprétable, mais plutôt de réaliser un PET scanner low dose. Donc ils injectent une demi-dose de radioisotope, et ensuite on fait un scanner aussi low dose. Et voilà, donc quand il y a une indication théorique de bilan d'extension, c'est ce qu'on fait. Et d'ailleurs, il y a une publication qui vient de sortir en mars sur le sujet, qui montre que c'est faisable et fiable. Un autre exemple pour illustrer justement ce propos, donc c'est une patiente cette fois de 35 ans, à 25 SA de grossesse, qui se présente avec un sein inflammatoire et des douleurs osseuses diffuses. L'échographie mammaire de première intention donc montre un cancer diffus évident du sein gauche avec des adénopathies axillaires. Pas de lésions additionnelles contrôlatérales. Une mammographie bilatérale et un bilan d'extension par PET scan sont indiqués, que voici. Donc à gauche, le bilan avant chimiothérapie, à droite celui après chimiothérapie. Donc ce bilan initial montre qu'il y a bien un cancer du sein associé à la grossesse, unilatéral, multimétastatique, traité par chimiothérapie néoadjuvante. Et une petite fille en bonne santé est née à 35 SA, mais la maman est décédée 9 mois après le diagnostic. Et donc vous noterez que si on avait fait l'IRM mammaire pendant la grossesse, ça n'aurait pas changé la prise en charge, mais on comprend parfaitement l'intérêt du PET scanner qui permet une vision globale et plutôt facile de la maladie. Mais est-ce que le PET scan a un risque pour le fœtus ? Oui, il y a des risques théoriques qui seraient liés donc, à la radioactivité du radioisotope, en l'occurrence de 18 FDG, et aussi aux radiations ionisantes du scanner, avec cependant des doses qui sont quand même largement inférieures aux doses tératogènes démontrées. Donc pour éviter ces risques théoriques non démontrés en pratique, pourquoi ne pas réaliser une IRM corps entier ? Moi qui suis radiologue, je dis oui, super, sauf que vous qui êtes clinicien, vous allez me dire, non, on n'aime pas trop l'IRM. Pourquoi ? Parce que le PET scan, pour vous, c'est beaucoup plus facile à lire. Et voilà, pour interpréter une IRM, il faut être un peu plus expert. Pourtant, c'est une alternative prometteuse et très intéressante pour limiter les radiations du fœtus. Évidemment, une IRM sans injection. Et donc, en effet, il y a de plus en plus d'études qui montrent que sa réalisation sans injection et en décubitus dorsal, cette fois, est faisable et fiable et meilleure que le bilan d'extension standard, sous réserve que l'exposition au champ magnétique doit être limitée en temps et aussi en puissance pour éviter justement l'augmentation de la température. Et l'autre problématique, c'est que son interprétation est plus difficile pendant la grossesse, à cause de la grossesse du liquide amniotique, et qu'elle nécessite une lecture par un radiologue expert. Donc enfin, pour terminer, je voudrais juste simplement rappeler que lorsqu'il y a donc une indication théorique de bilan d'extension pendant la grossesse, il faut penser au cumul des risques de l'ensemble des procédures qui vont être proposées à la patiente, aussi bien en termes d'examen complémentaire, mais aussi de traitement, en limitant donc les risques pour le fœtus sans diminuer les chances pour la mère. Et en conclusion, donc pendant la grossesse, la découverte d'un cancer du sein nécessite la réalisation d'un bilan d'imagerie mammaire standard de qualité. L'IRM mammaire est généralement ininterprétable à cause du RGM masquant, lié au remaniement physiologique de la grossesse, et irréalisable car à faire en procubitus ventral. Et en cas donc d'indication théorique de bilan d'extension à distance, il est recommandé de réaliser un PET scanner low dose ou une IRM corps entier selon votre plateau technique et aussi selon l'expertise de vos radiologues, et bien sûr tout ça à valider
en RCP, avec si possible présence de pédiatre, afin de mieux peser la balance entre les bénéfices pour la mère et les risques pour le fœtus. Merci de votre attention. Merci beaucoup. J'avais une question. Le rehaussement matriciel, qui est très masquant et très gênant pendant la grossesse, il dure combien de temps après l'accouchement? C'est-à-dire que combien de temps après l'accouchement on doit attendre avant de faire une IRM? 8 semaines. Si, ouais, l'idéal, c'est 8 semaines. Et après l'allaitement, c'est 4 mois. Y a-t-il des questions dans la... Oui, Yann. Oui, bonjour. Moi, j'avais juste une question. Nos radiologues adorent, quand il y a une contre-indication à l'IRM ou lorsqu'il y a une patiente claustrophobe, ou enfin bref, une indication d'IRM et une difficulté à la faire une angiomammographie. Oui, voilà. nous aussi on adore, mais en théorie c'est contre-indiqué pendant la grossesse pour l'instant. C'était l'objet de ma question du coup pendant la grossesse. Ça irradie plus puisque voilà, on rajoute du produit de contraste iodé. Pour l'instant on n'en fait pas encore, mais bon, non, normalement voilà. Il vaut mieux faire dans ce cas-là une IRM sans injection, mais c'est pas sûr que ça apporte grand-chose. Et du coup j'avais une deuxième question sur les PET IRM. On en est où de cette histoire? Le PET IRM, ça marche bien, mais après, il faut avoir la technologie, quoi, le plateau technique. Nous, on ne l'a pas. Mais ce serait encore plus l'idéal pour une femme enceinte. Mais oui, je crois qu'à Mondor, ils en font d'ailleurs, à l'hôpital Mondor de la PHP. Ou à la Pitié, enfin, tous ceux qui en ont, oui, il vaut mieux faire une PET IRM, effectivement. Et l'IRM corps entier, Edith, merci pour ce topo. L'IRM corps entier, ça semble un peu lourd à organiser pour en demander beaucoup chez les patientes P53. Donc ça prend combien de temps? En théorie, ça prend 1 heure. Mais chez une femme enceinte, on ne peut pas la laisser plus de 30 minutes. Donc on a fait un protocole adapté, rapide. De toute façon, comme on n'injecte pas, ça va plus vite. Les protocoles pour les dépistages, chez les P53, c'est 1 heure parce qu'on injecte, on fait... Enfin, voilà. Mais chez une femme enceinte, on fait vraiment un protocole optimisé, sans injection, donc on essaye d'aller plus vite. Une dernière question. La performance de l'imagerie pour le creux axillaire lui-même et pour l'exploration ganglionnaire est inchangée qu'on soit enceinte ou pas enceinte? Oui, parce que le creux axillaire, il ne grossit pas spécialement pendant la grossesse. Non, il n'y a pas non, même s'il y a une glande accessoire. Non, ça ne pose aucun problème. Non. D'accord. Pas d'autres questions? Si, une question là-bas. Allez-y. On a encore du temps. J'ai une question par rapport au bilan d'extension, parce que souvent le cancer du sein associé à la grossesse, on le trouve chez les femmes jeunes et ce sont souvent non luminales. Donc, et c'est souvent des cancers qui sont méchants, de mauvais pronostics. Donc, quand on est diagnostique, on est obligé de faire le bilan d'extension pour avancer et donner le traitement. Et le PET scan, il n'est pas toujours évident de le faire. Donc, côté moyen. Donc, par rapport au bilan d'extension, qu'est-ce qu'on peut faire pendant la grossesse? Pour la scintigraphie, est-ce qu'on le fait ou on n'en fait pas? Une IRM corps entier. Donc, c'est ce qu'on peut faire. Ouais. Soit vous faites le bilan standard habituel, qui sera moins performant. D'accord. Soit, si vous avez une IRM, faites une IRM corps entier, sans injection. D'accord, merci. Et il faudra faire un scanner thoracique sans injection en plus, parce que les nodules pulmonaires, on les voit mieux quand même, on les voit moins bien en IRM. Donc l'idéal, c'est ça, IRM corps entier sans injection et scanner thoracique. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Je vais donc demander à Yann Delpech maintenant de nous parler de la chirurgie chez la femme enceinte ayant un cancer du sein. Voilà, donc tu as la parole. Bonjour à tous, merci de m'avoir confié cette présentation. Je ne sais pas si je dois faire quelque chose là. Voilà. Okay. Alors, on va donc parler de chirurgie maintenant. Alors, il y a quand même pas mal de choses qui ont été dites jusqu'à présent. Je vais donc m'excuser des éventuelles redites, sachant que les données que je vais vous présenter sont surtout des recommandations d'experts plus que des données sur des études avec des niveaux de preuve très élevés, comme vous pouvez vous en douter. Et je vais essayer, à chaque fois que je donnerai une information, de vous dire ce qui est recommandé, ce qui est un peu hors des clous mais qui est envisageable dans certaines situations, et le codon stop où vraiment c'est
interdit où vraiment il ne faut pas aller. Alors, on l'a dit, le cancer du sein pendant la grossesse, c'est 1 sur 3000 grossesses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous travaillez dans une maternité avec 3000 accouchements par an, vous en verrez une fois par an, et encore, pas tous les ans. C'est 0,3 à 3% des cancers du sein. Ça veut dire que si vous travaillez dans un centre où vous opérez 600 cancers du sein, vous en verrez une fois par an, et encore, pas tous les ans. Donc on reste quand même sur des choses qui restent rares. Comme l'a dit Marc Espier tout à l'heure, en comparaison avec des patients du même âge, parce que oui, les patientes qui ont un cancer du sein pendant la grossesse, elles ont entre 30 et 38 ans. Donc en comparaison avec des patientes qui ont un cancer du sein du même âge, les tumeurs sont plus grosses, les KI, les grades sont plus élevés, il y a plus d'emboles, les N+, sont plus fréquents. Donc ça, au niveau chirurgical, ça peut avoir des conséquences, effectivement. Il y a plus de RH-, on l'a vu. Il y a plus de HER2 surexprimé, on l'a vu, sachant que ce sont des sous-groupes où la chimiothérapie néoadjuvante, aujourd'hui, le professeur Coutan le disait tout à l'heure, sont devenus des standards de plus en plus fréquents. Les délais au diagnostic sont plus longs. Il faut compter 5 à 10 mois pour faire un diagnostic versus 1 à 4 mois chez des femmes plus jeunes, tout simplement parce qu'effectivement, il est plus difficile de mettre en évidence une masse mammaire chez une femme enceinte, et puis il y a un frein à la réalisation des examens paracliniques. Les traitements sont conditionnés par le staging et la biologie tumorale, y compris bien évidemment par le terme. Alors qu'est-ce qu'on peut faire et quand est-ce qu'on peut le faire? Effectivement, la chirurgie, on peut la faire au premier, au deuxième, au troisième trimestre, en postnatal. Ça ne pose pas de problème, j'y apporterai quelques nuances dans la suite de la présentation. La radiothérapie, elle est contre-indiquée au deuxième et au troisième trimestre. Il y a quelques auteurs qui ont publié quelques données sur de la radiothérapie au premier trimestre, mais ça reste vraiment des choses qui sont exceptionnelles. La chimiothérapie, on l'a vu, donc c'est deuxième, troisième trimestre postpartum sans problème, et on évite au premier trimestre du fait de l'organogénèse. Et puis l'hormonothérapie contre-indiquée formellement pendant la grossesse, ça peut être donné en postnatal, évidemment sous réserve qu'il n'y ait pas d'allaitement. Et puis les thérapies ciblées, donc thérapie trastuzumab, anti-HER2, c'est contre-indiqué pendant toute la grossesse. Donc avec tout ça, il va falloir composer pour arriver à optimiser la prise en charge de ces patientes qui présentent donc un cancer pendant la grossesse. On va être confronté à plusieurs situations finalement. Tout d'abord, on est à un âge de grossesse avant 12 semaines, donc au premier trimestre. Et là, effectivement, on peut se poser la question de réaliser une interruption de grossesse, on le voyait tout à l'heure, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui peuvent être mis en place et qui peuvent permettre de garder la grossesse. Donc, on se pose la question, mais ce n'est pas systématique. Ou alors, on est au troisième trimestre, à 36 semaines, là, il n'y a pas tellement de problème finalement. La patiente accouche et on part sur un traitement standard. Et puis, il y a le milieu, on est entre le deuxième et le troisième trimestre. On effectue un bilan standard, on l'a vu, donc une échographie abdominale, une radio de thorax, une IRM osseuse. Et donc là, il y a plusieurs situations. Soit on est sur une lésion qui n'est pas localement avancée, on va pouvoir envisager un traitement chirurgical. On va partir sur un traitement chirurgical avec une éventuelle chimiothérapie adjuvante, parce que je vous rappelle que c'est des patients jeunes et qui sont souvent éligibles à une chimiothérapie quoi qu'il arrive. Et la radiothérapie sera retardée jusqu'au postpartum. Soit on est dans une situation métastatique, ça peut arriver, et on part sur un traitement systémique. Soit on est sur une lésion localement avancée, ou alors sur un profil tumoral type triple négatif ou HER2. Et dans ce cas-là, on part sur une chimiothérapie première avec une chirurgie qui est réalisée après cette chimiothérapie, donc en général en postpartum. La multidisciplinarité, elle est indispensable, toujours en cancérologie, mais encore plus dans ces situations qui sont rares pour tout le monde, même si on est expert en obstétrique ou expert en chirurgie mammaire. Ça reste indispensable, que ce soit avec les radiologues, avec les pathologistes, avec les oncologues, les chirurgiens, les obstétriciens qui rentrent dans la boucle, si ce n'est pas le chirurgien de la malade, les oncogénéticiens aussi, c'est des patientes jeunes, l'oncofertilité bien évidemment, et puis les radiothérapeutes. Les principes du traitement chirurgical, grosso modo, elles suivent les mêmes guidelines qu'en dehors de la grossesse. Qu'est-ce que j'entends par là? Parce que j'ai mis enfin presque. C'est-à-dire qu'effectivement, le choix du traitement local, à savoir traitement conservateur versus mastectomie, on fait le même raisonnement pendant la grossesse qu'en dehors de la grossesse.
Et effectivement, le DOM qui disait il y a plusieurs dizaines d'années, grossesse égale mastectomie, n'a plus lieu d'être. Alors j'ai vu que le NCCN disait mastectomie au premier trimestre, il faudrait voir pour quelle raison il recommande ça. Mais non, on reste sur un volume tumoral versus un volume mammaire, et si on peut réaliser une conservation mammaire, grossesse ou pas grossesse, on peut réaliser un traitement conservateur, moyennant effectivement une réflexion sur les traitements adjuvants, parce que qui dit traitement conservateur dit radiothérapie. En pratique, même si, je vous l'ai dit, on peut la réaliser à tous les trimestres, on évitera de faire cette chirurgie au premier trimestre, du fait du risque de fausse couche. Il y a une publication qui montre qu'il y a 7% de risque de fausse couche lorsqu'on fait une chirurgie au premier trimestre. Le trimestre qui apparaît le plus sécure, finalement, c'est le deuxième trimestre pour réaliser une chirurgie. L'exposition aux anesthésiques n'est pas tératogène, ça les obstétriciens le savent très bien. Et effectivement, pendant cette chirurgie, les anesthésistes prendront garde, comme ils le font à chaque fois lors d'une chirurgie chez une femme enceinte, à éviter les hypoperfusions utérines, éviter les hypotensions maternelles, éviter les hypoglycémies, éviter les hypoxies, et puis surtout prendre en charge la douleur de façon très attentive en post-opératoire. Alors c'est vrai que cette chirurgie, c'est le chirurgien qui parle, il n'y a pas de données objectives là-dessus, mais elle est plus hémorragique. Lorsqu'on fait une chirurgie chez une femme enceinte, on n'est pas très très à l'aise. Après, c'est des choses qui restent tout à fait faisables et c'est en aucun cas un frein. La surveillance obstétricale péropératoire, et oui, il faut y penser, on fait une chirurgie chez une femme enceinte, donc quand on est au premier trimestre, c'est juste des bruits du cœur fœtaux avant et après l'intervention. Par contre, si on est au deuxième trimestre ou au troisième trimestre, il va falloir envisager un monitoring. Donc, il va falloir être dans un environnement obstétrical. Il y aura des questions de faire une chirurgie du cancer du sein chez une femme enceinte, dans un centre de lutte contre le cancer, par exemple. Il faut être dans un environnement obstétrical pour faire un monitoring fœtal avant et après. Venons-en au fait. Chirurgie, qui dit chirurgie axillaire. Donc, ganglion sentinelle. Quelles sont les problématiques potentielles du ganglion sentinelle pendant la grossesse ? Il y en a plusieurs. D'abord l'irradiation, effectivement, on utilise du technétium. Deuxièmement, l'anaphylaxie, si on utilise du bleu. Éventuellement la tératogénicité du fait de l'injection de ces marqueurs. Est-ce qu'il n'y a pas une modification du drainage du ganglion sentinelle pendant la grossesse qui ferait que ça ne fonctionne pas, avec un taux de faux négatif qui serait plus important? Je ne sais pas. Et puis, qu'est-ce qu'on fait si le GS est métastatique? Aujourd'hui, un GS métastatique, vous le savez comme moi, on ne fait plus de curage systématique. Qu'en est-il pendant la grossesse? Première question, les radioisotopes. Alors, l'exposition théorique pendant la grossesse, lorsqu'on fait et croyez-moi sur parole, lorsqu'on fait une injection du ganglion sentinelle, elle est de 0,014 mg, ce qui représente une dose relativement faible pour un seuil d'exposition fœtale, normalement, qui est largement plus important. Sachant que lorsqu'on fait une technique du ganglion sentinelle, on injecte ce technétium dans le sein au niveau local. La diffusion au niveau général reste relativement faible. Deuxièmement, on privilégiera, si on fait donc une injection de radioisotope, un protocole en un jour. C'est-à-dire qu'on fera l'injection du ganglion sentinelle plutôt le jour de la chirurgie et pas la veille, puisque lorsqu'on fait la veille, l'injection de technétium est plus importante. Donc on fera plutôt le jour même et puis la chirurgie dans la foulée, puisque quand on fait la chirurgie, on enlève le ganglion sentinelle qui est radioactif. Donc il y aura un temps de présence du marqueur radioactif qui sera moins important. Bon, ça, c'est les études qui ont évalué la dose au niveau utérine et au niveau fœtal. C'est principalement des études qui ont été basées sur des marqueurs, sur des extrapolations de doses faites sur des patientes non enceintes. Le bleu patenté, qui est donc le colorant, c'est vrai qu'on en fait de moins en moins, même en chirurgie mammaire classique. Les nouvelles recommandations de chirurgie du cancer du sein et les recommandations de l'INCA ne recommandent plus l'utilisation systématique du colorant lorsqu'on fait une technique du ganglion sentinelle. Dans le cas de la grossesse, la dose fœtale reçue du colorant est de 5%, donc c'est relativement faible. Néanmoins, le bleu patenté est utilisé par les obstétriciens il y a très très longtemps pour le diagnostic des ruptures des membranes. Et ça avait des conséquences extrêmement désastreuses en termes de malformation, de détresse respiratoire, de phototoxicité. Donc c'est vrai qu'on n'a pas très envie d'utiliser ce produit-là pendant la grossesse. Après, il y a le risque d'anaphylaxie, effectivement,
2%, c'est relativement faible, mais il suffit que vous soyez dans les 2%. Et c'est vrai qu'autant une anaphylaxie chez une patiente non enceinte, les anesthésistes arrivent à s'en sortir en général, mais pendant une grossesse, ça peut être très compliqué. Il y a des séries qui ont publié des ganglions sentinelles avec du bleu patenté, sans problème. Mais c'est des séries de 10-25 malades, donc effectivement, on ne peut pas dire grand-chose là-dessus. La fluorescence, théoriquement, il n'y aurait pas de contre-indication à réaliser un ganglion sentinelle avec de la fluorescence. Il n'y a pas de risque anaphylactique, il n'y a pas de conséquences fétales. C'est utilisé en ophtalmologie chez les femmes enceintes depuis plusieurs dizaines d'années, ça ne pose aucun problème. Alors c'est vrai qu'on n'a aucune donnée de la littérature du ganglion sentinelle en fluorescence chez les femmes enceintes. Après, pourquoi pas? C'est vrai que je ne suis pas spécialement adepte de la fluorescence dans ce cadre-là du cancer du sein, mais pourquoi pas, ce serait réalisable. Quelles sont les données publiées du ganglion sentinelle pour la grossesse? Il y a 5 séries en tout qui ont été publiées, c'est que des séries rétrospectives, il y a 180 malades, donc vous voyez, c'est pas grand-chose quand même. 21 cas avec des techniques combinées, c'est-à-dire technétium bleu, quelques cas avec du bleu seul, un cas avec de la fluo. On est sur des taux d'identification qui sont excellents, 99%, exactement la même chose qu'en dehors de la grossesse. Des taux de positivité de 31%, bah oui, on est chez des patientes qui ont des taux de N+, plus importants. Et puis, c'est des patientes qui ont des curages complémentaires systématiques lorsque les GS sont positifs. Du fait de ces données, qu'est-ce que disent nos sociétés savantes sur le ganglion sentinelle pendant la grossesse? Alors, le NCCN, il dit non. Étonnamment, le NCCN dit non. Pas de ganglion sentinelle, données de littérature insuffisantes, curage axillaire systématique. Non, pardon, c'est l'ASCO. C'est pas le NCCN, c'est l'ASCO. Le NCCN dit oui, pardon. Le NCCN dit oui, justement. Et puis, l'ESMO dit oui également. Il y avait des recommandations du collège, mais qui datent d'il y a une quinzaine d'années, donc je ne les ai pas mentionnées ici. Quid en cas de GS métastatique, curage ou pas? Ben là, il n'y a aucune donnée. Là, pour le coup, vous imaginez bien qu'avec 20 cas de ganglion sentinelle pour la grossesse, les données avec GS+, il n'y en a aucune. Il n'y a aucune recommandation d'experts non plus sur ce sujet-là. J'ai envie de dire que le principe de précaution resterait de faire un curage axillaire lorsqu'on a un ganglion sentinelle positif. Après, peut-être que les choses évolueront dans le temps. Je suis un fervent défenseur du ganglion sentinelle. Aura-t-on un jour une étude qui nous dira qu'il faut faire autre chose chez les femmes enceintes? Je ne crois pas. Un curage axillaire chez un GS+, ça veut dire 2 interventions chirurgicales. Quel rationnel aurait-on pour dire qu'il faut faire autrement? C'est vrai, qu'est-ce qui nous ferait dire que pourquoi chez une patiente enceinte il faut faire un curage plus que chez une patiente non enceinte lorsqu'il y a un ganglion sentinelle? Je ne sais pas. Le curage a-t-il prouvé son efficacité dans cette situation? On peut faire le film à l'envers. C'est-à-dire si on faisait du ganglion sentinelle et qu'on essaierait de prouver l'efficacité du curage, au jour d'aujourd'hui, on n'y arriverait pas. Donc on dirait qu'on reste sur le ganglion sentinelle. Bon, après ça, c'est mon avis personnel. Quelques mots sur la reconstruction mammaire. Alors classiquement, la reconstruction mammaire, elle est plutôt envisagée de façon différée dans un second temps. L'idée, c'est de limiter le risque de complications post-opératoires. Les reconstructions mammaires restent quand même avec des complications dans 20 à 30% des cas, qui sont gérées sans problème, mais qui peuvent poser problème dans un contexte gravide. L'idée, c'est pas de prolonger aussi la durée opératoire, puisqu'on est sur une chirurgie pendant la grossesse. Il y a quand même quelques données qui restent très faibles. Il y a une étude, c'est celle-ci, qui rapporte 10 patientes qui ont une reconstruction mammaire immédiate en cours de grossesse avec des poses de prothèses. Donc 10 patientes avec une durée rallongée, 198 minutes contre 153 chez les patientes non reconstruites. Il y a quand même une patiente qui a fait une nécrose après reconstruction. Après, au niveau obstétrical, il n'y avait aucune conséquence néfaste sur cette série qui est de très faible importance. 10 patientes, c'est vraiment très très faible. Et puis une autre série de reconstruction mammaire, cette fois avec des expandeurs. Là encore, il y a une douzaine de malades, avec un temps opératoire moyen qui était de 140 minutes avec la pose d'un expandeur. Aucune complication n'a été rapportée, avec des mises en place de prothèses qui étaient effectuées 15 mois donc après la mise en place de l'expandeur. Donc c'est vrai que classiquement, on évite la reconstruction mammaire pendant la grossesse, mais voilà, sachez que ça peut être fait. On a quelques données, et si on a des patientes pour lesquelles la reconstruction mammaire reste un élément fondamental dans leur prise en charge, eh bien, ça peut éventuellement être discuté en RCP. Pour conclure, le cancer du sein pendant la grossesse, ça reste une situation rare, quoi qu'on en dise. C'est un challenge multidisciplinaire. La chirurgie
suit les mêmes grands principes, sauf qu'on fera plus tôt au deuxième trimestre. Il faudra s'enquérir d'un monitoring obstétrical si on opère donc pendant ce deuxième trimestre. Le GS, oui, même si l'ASCO est contre, on a quand même des données suffisantes pour aller dans ce sens-là, sans le bleu, et puis plutôt un protocole en un jour, avec une chirurgie, donc le jour de l'injection du technétium. Et puis si on fait une mastectomie, reconstruction plutôt différée de préférence, avec les nuances que je vous ai dit. Le timing de la chirurgie, il est à réfléchir en fonction du staging et de la biologie tumorale. Les codon-stop, on les a vus, c'est pas de radiothérapie pendant la grossesse, pas de chimiothérapie au premier trimestre, pas de trastuzumab, ce qui est un problème dans les tumeurs HER2, où aujourd'hui on part sur une chimiothérapie néoadjuvante quand même dans des situations assez fréquentes, pas d'hormonothérapie, et puis surtout n'oublions pas le soutien de ces patientes qui vivent quand même une maladie traumatisante à un moment de leur vie qui est censé être un moment de joie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette présentation. Y a-t-il des questions dans la salle? Alors, en attendant une question, peut-être... Ah, Nathalie, tu voulais faire une remarque? Allez-y. Tu as opéré tes patientes au centre La Cassagne en faisant venir un monitoring? J'en opère pas parce que j'ai pas de monitoring. Ou alors je les opère après. Ouais. Elles sont opérées directement au CHU. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez noté plus de complications locales, des épanchements, des œdèmes? Non, il n'y a pas de dans ce sens-là. De lymphocèles, rien du tout. Non. C'est juste ce qui est rapporté, c'est des chirurgies plus hémorragiques. Voilà. En attendant peut-être une autre question dans la salle. Tu n'as pas parlé du fer magnétique. Est-ce qu'il y a une expérience? Est-ce qu'il y a des publications dans la littérature? Zéro. Le fer magnétique dans la détection du ganglion sentinelle. Non, pas d'éléments. Donc la RMI, si j'ai bien compris, elle n'est pas recommandée par principe, mais elle n'est pas contre-indiquée. Est-ce qu'elle est contre-indiquée dans les recommandations? Non, elle n'est pas recommandée. Elle n'est pas recommandée pour les raisons que je t'ai évoquées, c'est-à-dire ne pas rallonger le durée opératoire, diminuer le risque de complications post-opératoires, ne pas rallonger la durée opératoire. Voilà. Après, et du fait du peu de données qu'il existe, mais c'est pas un codon stop. Voilà. On peut franchir la ligne jaune. Oui, mais si on met un expandeur, après c'est juste de conserver. La symétrie, c'est toujours un souci. De pouvoir plus facilement faire une reconstruction. Toujours un souci. La symétrie, il y a toujours une reprise de symétrisation, quoi qu'il arrive. En particulier pendant la grossesse. Quoi. Oui, il y aura, quoi qu'il en soit, une symétrisation à envisager, bien sûr. Pas d'autres remarques? Non. Très bien. Bon, bah écoute, merci. Tu veux conclure, peut-être, Charles, faire une synthèse? Tu as écrit ta synthèse? Tu t'as dit que tu ferais une synthèse home take message? Vas-y, t'as pris plein de notes. Voilà, merci à toutes et à tous. On a fini un peu en avance, mais c'est bien. Voilà. Et puis, bonne fin de congrès, bonne suite de congrès, bonne fin de congrès.